Bonsoir à toutes et toutes. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marc Leclerc, je suis président de cette mutuelle Unéo, qui est la mutuelle des militaires, mais aussi ingénieur général de l'armement. J'ai vu qu'il y en avait dans la salle, ayant effectué donc l'essentiel de ma carrière à la direction générale de l'armement. Alors c'est toujours un plaisir pour moi d'introduire ces conférences débats de ce cycle issu de notre partenariat avec l'IRIS, que je remercie à nouveau pour son accueil. Alors, je le rappelle souvent lors de ces introductions, dès 2019, il nous est apparu à nous très intéressant de se rapprocher de l'IRIS. Doit-on présenter l'IRIS, hein, un des principaux centres de recherche français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Ensemble, nous avons déjà organisé 8 conférences débats, animées par une forme de volonté commune de questionner et d'animer une réflexion sur le lien armée-nation et puis sur la place du militaire dans la société. C'est donc la neuvième aujourd'hui, auquel nous avons le plaisir de vous convier ce soir, que ce soit à distance, hein, et je salue tous ceux qui nous écoutent de loin, ou bien sûr en physique, avec cette salle ici à l'IRIS. Nous avons choisi ce soir de débattre sur l'innovation et plus spécifiquement sur les liens et les apports mutuels entre l'innovation civile et l'innovation militaire. Alors cette thématique, elle nous semble importante, et je crois qu'on n'est pas démenti en cela par le récent discours du ministre des Armées sur justement la transformation de la DGA, qui lui aussi le souligne. On entend tous parler de tous ces mots, l'intelligence artificielle, tous ces nouveaux équipements, le numérique, le champ de bataille connecté, le cyberespace qui devient un véritable espace de lutte multiforme. Nous voyons tous les conflits, et y compris les réels hein, qui nous animent en ce moment, se transformer sous nos yeux. Donc plus que jamais, il faut anticiper les menaces futures et se préparer dès aujourd'hui, se préparer non seulement les équipements, mais aussi les militaires de demain. C'est ce à quoi contribue l'Agence de l'innovation de défense. Mais l'innovation, bien sûr, ça ne concerne pas que la question militaire. Ça irrigue tous les secteurs d'activité économique. Ça leur permet d'ailleurs à ces secteurs de progresser, d'avancer, de se différencier en recherchant des avantages concurrentiels. Et notre écosystème de défense, il est naturellement et depuis toujours en interaction avec tous ces secteurs. Historiquement, on peut même dire que la défense a été souvent porteuse d'innovation et la politique de défense, elle se nourrit aussi et de plus en plus peut-être, ce sera une question intéressante à voir ce soir, de la créativité, de l'ingéniosité des ingénieurs, des chercheurs et des instituts issus du monde civil, y compris bien sûr les startups. Donc l'innovation, elle est propice à la rencontre et au partenariat entre des acteurs militaires et civils, entre des acteurs privés et publics, avec toutes les questions qu'on peut soulever ensemble hein, et bien d'autres. Comment on pratique ces synergies, elles se mettent en œuvre? Quels sont les efforts qui sont faits pour capter ces innovations en dehors du monde militaire? Et puis pour soutenir aussi l'innovation civile? Et puis quelles avancées technologiques concrètes ont déjà vu le jour grâce à ces modes de collaboration? Nous parlerons peut-être ce soir un petit peu plus de l'exemple de la santé, un sujet qui, en tant que mutuelle complémentaire santé, particulièrement engagé auprès des blessés et de leurs familles, nous touche évidemment particulièrement. Vous avez vu d'ailleurs la symbolique de cette conférence. Donc voilà tout ce sur quoi nous allons pouvoir échanger avec tous les intervenants que Jean-Pierre va sans doute présenter tout à l'heure. Donc je n'en dis pas plus. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente soirée, une excellente conférence débat et je passe la parole à Jean-Pierre. Merci Marc. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir à l'IRIS pour cette nouvelle conférence en partenariat avec la mutuelle Unéo. Et donc je remercie Marc Leclerc pour sa fidélité dans ce partenariat. Donc la conférence de ce soir porte sur la question de l'innovation civile slash militaire, quel apport mutuel. Et donc je suis encore peut-être plus ravi d'accueillir cette table ronde et d'y assister car cela fait partie de nos sujets principaux de recherche à l'IRIS actuellement. Il y a 3 ans, nous avions lancé un cycle de publication dans le cadre d'ARES, le réseau de chercheurs européens sur les questions d'armement,
consacré à l'innovation de défense. Et dans l'innovation de défense, il y avait bien entendu, et ça depuis quelques années maintenant, cette question d'incorporer le plus possible maintenant l'innovation civile dans le monde militaire. Donc Valérie Mérindol, qui est à la tribune, avait d'ailleurs été un des auteurs pour la France, avec David Versailles. Et suite à cette série de publications, nous avions organisé un colloque à Bruxelles sur le sujet qui avait été ouvert par le directeur de l'Agence européenne de défense. Et on continue à travailler sur ce sujet puisqu'on vient de terminer un travail en appui, donc la LIRIS, hein, un appui à la DG Défi de la Commission européenne sur le rapport intérimaire que doit faire la Commission européenne sur le Fonds européen de défense. Et donc, il y a bien entendu toutes ces questions de comment on fait de l'innovation, qu'est-ce que ça produit, comment on peut produire des choses peut-être plus vite, en faisant notamment appel à l'innovation civile, comment ça fonctionne le spin-in, le spin-off, etc., etc. Et on a eu un workshop d'ailleurs très intéressant avec la Commission européenne sur le sujet. Mais je ne m'étends pas plus longuement, je suis ravi d'accueillir ici Valérie Mérindol et puis les personnes de l'Agence d'innovation de défense. J'ai d'ailleurs eu un excellent mémoire cette année d'un étudiant de l'IRIS qui était à l'Agence d'innovation de défense, parce que l'IRIS, c'est aussi une école. J'avais dit d'ailleurs à cet étudiant que son mémoire m'avait apporté énormément de choses sur ce qui se fait à l'heure actuelle au niveau de l'AID en termes d'innovation. Mais je vous laisse la parole maintenant. Moi, je me tais, je vous écoute. Et je laisse Louise présenter les orateurs et mener les débats. Louise Souverbi, chercheuse à l'IRIS. Merci Général, merci Jean-Pierre pour vos introductions. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'IRIS. Donc je suis Louise Souverbi, chercheuse à l'IRIS sur les questions de défense européenne et d'industrie de défense. Et je vais avoir le plaisir d'animer ce soir cette conférence sur l'innovation de défense et plus particulièrement le rôle du secteur civil dans ce domaine, puisque cette conférence s'inscrit dans la continuité d'un cycle sur le lien armée-nation et la place du militaire dans... Merci. Et la place du militaire dans la société. Ce soir, on va un petit peu renverser la perspective pour s'intéresser justement aux apports du secteur civil et à sa capacité aussi à contribuer à la recherche et au développement de solutions innovantes avec de potentielles applications militaires. Merci à tous les quatre d'intervenir ce soir pour nous éclairer sur ces sujets. On aura le point de vue d'une chercheuse spécialiste de l'innovation de défense, Madame Valérie Mérindol. Vous êtes donc co-directrice de la chaire New Practices for Innovation and Creativity à la Paris School of Business. Ensuite, sur un tel sujet, on ne pouvait pas passer à côté de l'Agence d'innovation de défense. Monsieur Bertrand Gouillard, vous êtes directeur du pôle innovation ouverte à l'AID. Merci d'être venu ce soir. Et Monsieur Marc-Antoine Sanchez, vous travaillez aussi actuellement à l'AID en tant que médecin militaire et officier d'échange innovation pour le service de santé des armées. Et enfin, Monsieur Victor Prémot, vous êtes directeur général et cofondateur de la société Hopper, dont vous nous parlerez plus en détail. Et vous êtes au cœur du sujet qui nous intéresse ce soir, puisque votre entreprise civile développe des solutions très utiles pour les militaires. Madame Mérindol, je me tourne d'abord vers vous. On entend parfois parler d'un changement de paradigme ou de changement au pluriel en matière d'innovation de défense, puisque pendant longtemps, l'innovation militaire a plus largement irrigué le progrès technologique. Aujourd'hui, on assiste aussi à un mouvement inverse avec un secteur civil et notamment des PME et des startups qui sont de plus en plus dynamiques pour développer des solutions avec des applications militaires. Et un deuxième changement, ce serait l'idée d'une accélération de l'innovation. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Est-ce qu'on peut vraiment parler de changement de paradigme? Est-ce que c'est exagéré? Et si ce sont au moins des tendances, qu'est-ce qui les explique et qu'est-ce qui les nourrit? Alors, effectivement, on est face à un changement de paradigme. Euh, Ça fait très longtemps qu'on parle de la relation innovation civile et militaire.
Et jusqu'à présent, on le raisonnait un peu comme deux blocs un peu spécifiques, très différents, avec des règles, des cycles de développement très spécifiques, un rôle de l'État, de la défense très différent d'un côté à l'autre, des contraintes, des enjeux différents. Mais il y avait des relations. On caractérisait à travers ce qu'on appelait les technologies duales, les spin-offs, les spin-on, donc des relations dans un sens et dans un autre entre les deux blocs, civils et militaires. Aujourd'hui, la logique a complètement changé parce que s'il y a toujours des intérêts, des fortes spécificités du monde militaire et du monde civil, on est face à une porosité entre les deux qui est extrêmement forte. On va moins parler de base industrielle et technologique de défense au sens fermé, un bloc critique de compétences critiques qui existe toujours, hein, qui joue un rôle très important, mais on va être beaucoup plus dans une porosité avec le monde civil et des technologies critiques dans le domaine civil. Cette porosité va se traduire à travers la notion d'interdépendance et d'écosystème. Prenons les technologies qui sont dites majeures, qui vont révolutionner et qui révolutionnent aujourd'hui tous les secteurs d'activité, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les big data, etc., etc. Ce sont des technologies qui sont disruptives, potentiellement disruptives, et qui sont diffusantes dans plein de secteurs d'activité. Et les acteurs majeurs de ces types de technologies peuvent être dans plein d'écosystèmes différents, civils ou militaires. Et ils vont complètement transformer les relations de pouvoir, le rôle des technologies, d'où viennent les technologies et comment on les amène à un moment donné, pour ce qui nous intéresse, dans l'innovation de défense. Donc ça va complexifier complètement la manière dont on peut développer l'innovation de défense et qu'on va prendre en compte les contraintes, les enjeux, maintenir une supériorité technologique, s'assurer de la sécurité d'approvisionnement à long terme. Donc oui, on est dans un changement de paradigme. Merci beaucoup. Donc, on voit qu'on a donc ces changements et on a aussi eu dans les dernières années des chocs exogènes qui sont venus perturber notre environnement sécuritaire. Là, je me tourne vers vous, Monsieur Gouillard, dans un environnement de plus en plus contesté, déstabilisé et dans un contexte d'accélération de la compétition géopolitique entre puissances. Quels sont les enjeux et quelles sont les priorités pour la France en matière d'innovation de défense? Quelle est la stratégie, en tout cas portée par l'AID dans ce domaine? Concernant les enjeux, en fait, il y en a trois principaux enjeux au niveau de l'innovation pour l'ID et de manière plus générale pour le ministère des Armées. Le premier, qui est clair, qui a été déjà un petit peu évoqué, c'est tout ce qui est nouveau champ de conflictualité. On est à la fois sur des espaces exo-atmosphériques avec le développement des nouveaux satellites. On est dans le champ du cyber qui s'est développé très fortement ces dernières années. Sur la partie champ informationnel ou guerre cognitive, avec notamment les fake news, mais un certain nombre d'informations venant de puissances à la fois civiles et militaires, en fait, qui viennent mener des actions d'information ou de contre-information. Et également, on a des enjeux sur les fonds sous-marins ou grands fonds sous-marins. Quand on fait juste une corrélation sur le nombre de câbles sous-marins de communication. Il y en a à peu près 450 et sur ces 450, il y en a 51 qui regroupent sur le territoire national. Donc typiquement ça, c'est un vrai enjeu de communication et donc de pouvoir superviser, en fait, entretenir ces câbles sous-marins, c'est un vrai enjeu. C'est des câbles qui vont potentiellement jusqu'à 6000 mètres et donc c'est savoir comment on supervise ce type de câbles parce que ça peut être une vraie menace de les détruire. Sur les menaces sous-marins, notamment, on a vu des gazoducs qui ont explosé. Voilà, je ne vous dirai pas dans quel champ, mais effectivement, on est vraiment dans des sujets de sous-marins. Et donc, ce qui est cet enjeu-là, en fait, et vraiment, on s'aperçoit que c'est un enjeu qui est vraiment très complet. Et là, à la fois sur la terre, sur la mer, sur les airs, voilà, sur un périmètre qui est beaucoup plus large que ce qu'on avait historiquement. Et donc, c'est un vrai enjeu de pouvoir couvrir ces différents champs et de manière aussi simultanée. C'est-à-dire quand il y a entre guillemets, des attaques qui sont plus ou moins frontales, elles se font dans différentes manières et de manière simultanée. Donc, il faut se préparer effectivement à avoir ce type de nouveau champ de conflictualité qui est difficile parfois à cerner parce que quand on est sur du cyber, est-ce que c'est un État qui est derrière? Est-ce que c'est une entreprise privée pour déstabiliser une activité commerciale ou pas? Donc, c'est le vrai enjeu déjà de savoir aussi identifier le domaine civil et militaire. Le deuxième enjeu, c'est vraiment lié aux nouvelles menaces et au détournement d'usage.
Bon, le cas concret, c'est que typiquement les drones. On a vu que les drones étaient énormément en fait sollicités dans le terrain, théâtre d'opération qu'on connaît, proche de chez nous, qui est l'Ukraine. Typiquement, voilà, c'est un changement de paradigme où c'est vraiment le domaine civil qui l'a emporté en fait sur les tactiques militaires préalablement. Et donc voilà, c'est vraiment le domaine civil qui a entre guillemets sollicité fortement en fait cette dynamique au sein du ministère. Et donc on avait ce train en cours derrière ce train. Et donc c'est vraiment l'enjeu de pouvoir concourir à ce type d'innovation pour pouvoir soit les contrer, soit en bénéficier. Donc, c'est vraiment ces nouvelles menaces venant du monde clairement civil qui a un détournement sur lequel en fait le ministère s'intéresse très fortement. Donc voilà, typiquement les drones, comme je vous l'ai dit, c'est un vrai terrain qui nous permet de repenser un certain nombre de choses. Et le troisième enjeu, c'est vraiment l'enjeu technologique. On a un petit peu parlé avec l'IA notamment, mais j'en citerai voilà, deux, trois, pas plus. Il y a l'hypervélocité. L'hypervélocité, c'est quoi? C'est conjugue l'hypersonique, donc c'est-à-dire que la vitesse qui est au-delà de Mach 5, et également la manière dont la technique en fait fait qu'elle est peu prédictive par rapport à des armes balistiques classiques. Donc voilà, donc l'hypervélocité, c'est vraiment ça, c'est ces nouveaux systèmes qui permettent de frapper en profondeur, mais avec des nouvelles technologies. Donc ça, c'est effectivement c'est des enjeux, des vrais enjeux sur lesquels le ministère s'intéresse. Le deuxième, notamment, c'est les armes à énergie dirigée. Alors, c'est aussi bien les armes électromagnétiques que les armes laser. Si je reprends le cas du drone, on a la lutte anti-drone et où on utilise un certain nombre de technologies qui sont liées à ces dispositifs-là. On en a fait écho dernièrement dans les journaux. Voilà, typiquement, c'est des systèmes sur lesquels voilà, on mise très fortement et on a du développement et des expérimentations qui sont menées dans certains cas avec succès. Le troisième que je mettrais, c'est la partie quantique, aussi bien les capteurs quantiques que le calcul quantique. La partie quantique, bien évidemment, il y a tout ce qui est cryptologie quantique. Donc là, c'est vrai que non, en termes de calcul, on est sur d'autres paradigmes. Et sur les capteurs, on est sur le capteur inertiel pour du positionnement de navigation et GPS notamment. Voilà, donc c'est des nouveaux sujets et nouveaux enjeux sur lesquels il faut qu'on s'accapare notamment fortement ces domaines. Et donc sur ces nouveaux enjeux, le secteur civil a un apport sur chacun des domaines. Enfin, à quel niveau se situe, enfin, à quel niveau vous identifiez la plus-value du secteur civil Tous les domaines, tous les domaines, notamment Parfait. si on prend le domaine spatial, effectivement, le domaine spatial, bon, on l'a vu avec les lanceurs en fait, américains, typiquement, je ne citerai pas le nom de l'inventeur, mais en tout cas, on le connaît tous. Typiquement, voilà, ce domaine spatial, en fait, on voit qu'il y a des gros champs de conflictualité qui commencent à émerger et c'est des sociétés privées voilà, qui commencent à avoir voilà, certains sujets qui nous intéressent au niveau du ministère des Armées, mais derrière, c'est des sociétés privées. Donc, est-ce que c'est l'État qui est derrière? Est-ce que c'est voilà, de manière économique? Mais en tout cas, clairement, le domaine du civil est clairement, alors trusté, c'est pas un mot français, mais on va dire, voilà, mis en avant dans le domaine civil. Et il y a une forte avance dans le domaine civil. Juste une petite corrélation en termes de chiffres. Il faut savoir qu'Amazon, par exemple, a un recherche et développement à 42 milliards en fait, de financement chaque année, ce qui représente en fait quasiment 4 fois pardon, le budget, le R&D d'une partie d'un programme du ministère de la Défense qui s'appelle le programme 146. Donc, c'est des chiffres publics que je peux dire. Mais typiquement, voilà, c'est clair que si on ne s'appuie pas sur des sociétés privées pour se positionner sur les sujets qui nous intéressent, effectivement, on aurait des vraies difficultés à pouvoir faire émerger un certain nombre de technologies. Merci beaucoup. Donc, le secteur civil a un apport dans tous les domaines, mais avec vous, Monsieur Sanchez, je voudrais qu'on se concentre plutôt sur celui de la santé, puisque vous avez aussi un parcours de médecin des forces. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu les enjeux spécifiques pour les armées dans le domaine de la santé? Et puis, enfin, en quoi consiste l'innovation dans ce domaine spécifique et quels sont les apports mutuels entre le monde militaire et le monde civil sur la santé? Et alors, du coup, les enjeux alors, sont nombreux. En fait, finalement, on peut voir l'innovation comme un levier, un moyen de répondre
à des besoins, de santé. Et ces besoins, finalement, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'on cherche à améliorer la disponibilité de l'offre de soins, lutter contre les inégalités, bien sûr, améliorer l'accès aux soins, améliorer la qualité des soins. Et ces problématiques-là, finalement, ne changent pas. L'innovation est un vrai levier pour accélérer et répondre à ces enjeux-là. Euh, alors bien sûr, on peut parler de la prévention et la promotion de la santé également, hein, qui sont des enjeux qui sont majeurs. Quand on parle innovation, je fais un petit aparté, on parle souvent, on imagine souvent des objets qui vont bientôt voir le jour sur le marché et qui vont du coup changer les pratiques. Les innovations organisationnelles, et particulièrement dans le domaine de la promotion de la santé, sont très intéressantes. On les vit tous les jours dans la mise en place des politiques publiques, hein, qui nécessitent du coup des évaluations. Et là encore, on parle d'innovation. Donc, le champ de l'innovation dans le domaine de la santé, il est extrêmement large. Alors, nous, pour la partie militaire, évidemment, on a quelques spécificités. On a des spécificités parce que même si soigner un patient, c'est à peu près la même chose, un patient civil, un patient militaire, c'est d'abord un patient. Néanmoins, on ne travaille pas dans les mêmes conditions. Et donc, les objets qu'on utilise, eux-mêmes doivent avoir des spécificités du milieu, ils doivent être durcis, ils doivent s'adapter à un environnement militaire qui est très particulier. Si je prends l'exemple de la télémédecine, que vous connaissez tous, aujourd'hui, vous pouvez faire des téléconsultations très facilement avec votre ordinateur de bureau, voilà, avoir accès à un praticien qui se trouve à plusieurs centaines de kilomètres. Dans le domaine militaire, c'est possible aussi, mais du coup, à condition de respecter des contraintes d'emploi qui sont celles de l'absence ou presque de réseau, des contraintes extrêmement fortes sur les systèmes d'information, etc., etc. Et donc, du coup, quand on prend un objet civil qui est déjà presque plus innovant parce qu'il est sur le marché, tout le monde peut en disposer, et ben en fait, nous, l'innovation déjà va consister à le militariser. Rien que ça, c'est une innovation de transformer les outils et de les adapter pour nous. Voilà, donc ça, c'est peut-être des spécificités qu'on peut avoir. Je ne sais pas si vous voulez qu'on parle aussi des thématiques, hein, quelle était la deuxième partie de votre... Euh, Quels sont les apports du Oui, secteur civil et ou si la porosité oui. entre... Alors, en effet, on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure en introduction. Pendant de très nombreuses années, des décennies, on a vu des innovations, des technologies issues du monde militaire transposées au monde civil. Cela concerne totalement le domaine de la santé. Et du coup, on peut remonter à 2 siècles d'histoire du service santé des armées. Et donc, vous aurez l'occasion de voir toutes les innovations qui ont eu lieu. Et je parle bien d'innovations qui sont nées du service santé des armées français, qui ont eu des applications directes, euh, évidemment dans nos domaines d'intérêt. Je pense particulièrement à la médecine d'urgence. Depuis quelques décennies, et on en a parlé à l'instant, les choses sont en train de changer. C'est-à-dire que on a besoin, en effet, on n'a pas forcément les moyens d'aller aussi vite de toute la recherche, innovation qui naît du milieu civil. Et donc, du coup, on doit être en mesure de porter nos besoins, qui, du coup, on est vraiment dans une thématique d'intérêt dual, la thématique médicale. Donc, il est assez rare d'avoir des besoins qui sont spécifiques uniquement médecine militaire. Il y en a quelques-uns, et dans ces cas-là, on doit faire porter nos besoins dans le milieu civil, parfois même dans des laboratoires de recherche qui ben voilà, ne travaillent pas sur nos sujets. Donc, il faut avoir cette capacité de communication, mais globalement, la transposition des innovations duales, si on prend, si, j'ai parlé de télémédecine, on peut parler des biotechnologies, on peut parler de la téléchirurgie, on peut parler de très nombreux domaines dans lesquels les transferts sont directs. Voilà. Nous, notre rôle à l'AID, c'est aussi de pouvoir identifier les thématiques qui sont militaro-militaires, qui n'intéressent pas au départ, en tout cas, le milieu civil, et pour lequel il faut qu'on soit en mesure de porter un besoin pour qu'on puisse travailler, que le milieu civil puisse travailler aussi pour nous. Merci beaucoup. Justement, la société Hopper présente un intérêt pour
les armées sur la thématique de la réhabilitation du blessé. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu en quoi consiste le projet porté par votre société? Quelles sont les solutions que vous développez? Et puis comment vous en êtes arrivé justement à porter ce projet au sein de l'écosystème de défense? Bonjour à toutes et à tous. Je suis Victor Prémo de la société Hopper. Hopper, nous, c'est un projet qui a démarré il y a 5 ans maintenant, qui a démarré dans une école d'ingénieurs du côté d'Albi, dans le sud de la France, et qui visait à traiter la problématique de l'accès au sport des personnes amputées des jambes. En fait, on partait d'un constat qui était qu'il y avait des personnes appareillées aujourd'hui pour la reprise du sport au niveau des amputations, qu'on voyait notamment qu'on a vu très récemment lors des Jeux paralympiques, mais que l'équipement en fait, des personnes pour le sport dans le quotidien, en dehors des Jeux paralympiques typiquement ou du haut niveau, était bien plus limité en termes de volume. Et on a voulu travailler cette thématique-là à partir de ça, et à partir de la demande, nous, d'une personne amputée, même pour l'histoire au départ. Et de proche en proche, on a travaillé à développer des lames de sport aujourd'hui en fibre de carbone, qui sont des fibres de carbone revalorisées pour la petite histoire, mais qui visent en fait à répondre à ce besoin technique de s'adapter, d'être plus facile d'utilisation par des monsieur et madame tout le monde, pour les qualifier comme ça, pour réintégrer du sport dans leur quotidien, dans leur sport santé, et sortir un petit peu aussi de la pratique de très haut niveau, mais d'aller courir sur des sentiers, par exemple, des parcs, hein, une utilisation plus concrète et quotidienne pour intégrer de la course à pied dans la reprise du sport. Et dans cette thématique-là, on a été amené à rencontrer l'AID, nous, sur la mise en place de programmes au sein des hôpitaux militaires dans la réhabilitation, sur des stages en fait, de course à pied qui visent à un perfectionnement technique des personnes amputées pour que la reprise du sport se fasse dans les meilleures conditions. Et on a pu, nous, à ce moment-là, mettre à disposition des lames adaptées à la course à pied pour que ces programmes soient mis en place. Et il y a eu des échanges après à double sens entre les équipes médicales de ces hôpitaux militaires, qui étaient aussi en capacité de fournir de nombreuses expertises, des éléments. Et il y a eu un échange vraiment qui a été mené pour que les stages de course à pied se fassent de la meilleure des manières, et que ça mène derrière à une meilleure prise en charge médicale à tous les niveaux pour la reprise du sport des personnes amputées. Et, euh, et voilà, du coup, d'où ma présence aujourd'hui. Et donc, ce sont les mêmes, enfin, c'est le même, la même solution qui est appliquée pour le monde civil et les militaires, ou est-ce qu'il y a eu des adaptations particulières? C'est la même solution aujourd'hui pour une bonne raison, qui est que les militaires blessés et amputés, en l'occurrence là, dans nous concernant, ça correspond grandement à notre cible. En fait, c'est des personnes qui, avant leur amputation, étaient des personnes très sportives, avec une variété de sports aussi, une polyvalence de sports dans leur quotidien. Et nos solutions, on les a développées pour répondre à ce besoin-là, qui est de la polyvalence dans l'activité sportive dans le quotidien. Et là, en l'occurrence, du coup, les militaires sont assez jeunes aussi, souvent, ce qui favorise leur appareillage pour du sport dans le cadre d'une amputation. Il n'y a pas eu d'adaptation particulière, mais un vrai partage de savoir-faire, par contre, sur l'organisation, on va dire, et le traitement des différentes professions médicales. On peut parler, en l'occurrence, des kinésithérapeutes, des orthoprothésistes, des médecins qui, autour de ça, doivent fournir les bons éléments, la bonne expertise pour que la reprise du sport se fasse dans les meilleures conditions. Et ça a été vraiment là-dessus qu'il y a eu de bons échanges. Merci beaucoup. Donc, on comprend bien avec toutes vos interventions que le secteur civil a vraiment énormément à apporter pour l'innovation de défense aujourd'hui, et que c'est justement un des enjeux des stratégies d'innovation, de s'ouvrir aux solutions qui proviennent du monde civil. On parle justement d'innovation ouverte, ce qui n'est pas sans paradoxe pour un secteur comme celui de la défense, où l'innovation a plutôt eu tendance à être planifiée à long terme pour anticiper les besoins capacitaires futurs. Et cette question des paradoxes, justement, vous l'avez étudiée, Madame Merindol. Est-ce que vous pourriez peut-être revenir sur la définition du concept d'innovation ouverte et ce que ça peut susciter comme paradoxe?
En fait, l'innovation ouverte est bien connue dans le monde civil depuis longtemps et elle a amené des transformations majeures pour toutes les grandes entreprises, tous les secteurs d'activité et elle transforme la défense aujourd'hui dans son mode d'organisation comme dans les technologies qu'elle adresse. En fait, l'innovation ouverte, c'est assez simple comme concept. C'est l'idée de dire qu'on ne peut plus faire tout seul, on est obligé de faire avec les autres et avec beaucoup d'autres, très différents de soi et très éloignés parfois de ce qu'on sait faire. Et ça veut dire que pour la défense, on ne peut plus faire principalement à l'intérieur d'une base industrielle et technologique de défense qui a l'habitude de travailler avec la défense et dans lequel la défense est au cœur. Ça ne veut pas dire que la base industrielle et technologique de défense n'a plus un rôle. Elle développe des compétences critiques, notamment d'intégration de systèmes, de spécificité de la compréhension du besoin et des spécificités militaires, mais ça ne suffit plus. Il faut être donc poreux, ouvert à tout un tas de technologies, de grands acteurs, de petits acteurs, de acteurs parfois très éloignés de cette base industrielle technologique de défense, et de savoir combiner les technologies pour développer les capacités militaires. Alors, quand on pose ça, on se rend compte en fait que le cas français, que la politique française aujourd'hui de l'innovation de défense, est une source finalement de retour d'expérience assez intéressante pour analyser les paradoxes aujourd'hui, pour gérer cette situation. Qu'est-ce qu'on voit pour l'innovation des défenses aujourd'hui? Eh ben, avec l'émergence de l'AID, qui a un rôle un petit peu de chef d'orchestre dans ces nouvelles dynamiques, on voit finalement une politique d'innovation de défense autour de deux blocs. L'innovation planifiée, ce qu'on faisait avant avec la base industrielle et technologique de défense, une logique de réseau assez hiérarchique, l'intégrateur système au centre, l'état client, la défense au centre, etc., etc., les mêmes règles de contraintes, de confidentialité, de spécificité de la défense. Puis de l'autre côté, on a un autre bloc qui s'appelle la politique d'innovation ouverte de l'AID et qui vise à s'adresser à des centres de recherche, à des startups qui vont travailler pour le domaine militaire, mais pas que, aussi dans le domaine civil, et qui vont adresser tout un tas d'écosystèmes sur des technologies clés. Et en fait, à travers cette politique, on peut voir trois grands paradoxes. Certains commencent à être bien traités, adressés finalement aujourd'hui dans le cadre de la politique d'innovation de défense française. J'aurais pas pensé il y a quelques années vous dire ça, mais c'est le cas. Et puis il y en a par contre qui pour moi restent une question ouverte. Et pour moi, il y en a trois. Le premier paradoxe, c'est que pour la défense, penser ces deux blocs, innovation planifiée et innovation ouverte, amène à complètement revoir l'équilibre entre qu'est-ce qu'on partage et qu'est-ce qu'on contrôle en termes de connaissances et d'informations. Si vous voulez attirer des startups, des centres de recherche et autres, il faut savoir ce qu'on veut partager. Il faut partager plus. Mais en même temps, il faut préserver un savoir militaire, il faut protéger ces informations, ces capacités, sa vision des capacités de demain. Et donc là, il y a tout un nouvel arbitrage à faire, à gérer des tensions entre je dois protéger et en même temps, je dois partager et faire confiance. Alors, il y a eu des innovations très intéressantes, organisationnelles, des réponses intéressantes de l'AID avec la DGA et les armées. Par exemple, la production de use case en avance de phase pour travailler très rapidement avec les startups et pour définir très en amont, en fait, des cas concrets qu'on peut partager sur finalement des choses très critiques d'un point de vue militaire. Définir ce qu'on peut partager et ce qu'on ne peut pas partager de manière beaucoup plus réelle. Ça, c'était le premier paradoxe et comment c'est être adressé. Le deuxième, qui est que partiellement pour moi adressé, c'est que c'est bien d'avoir deux blocs, innovation planifiée et innovation ouverte, qui fonctionnent différemment, qui s'adressent à des acteurs différents. Mais à la fin, il faut intégrer tout ça. Parce que tout ça doit répondre à des capacités militaires et finalement doit être cohérent pour développer des capacités militaires. Et le problème, c'est que ça fonctionne différemment. Donc, comment vous intégrez des technologies, des dynamiques, des capacités qui ont été structurées par des acteurs un peu de manière différente? Ben là, cette logique d'intégration entre les deux blocs, elle émerge à travers un travail conjoint, orchestré toujours par l'AID, les armées, la DGA, pour construire ce qu'on appelle des architectures technologiques de programmes ouvertes. On le retrouve aussi aux États-Unis, ce terme, au Royaume-Uni. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ben, ça veut simplement dire que les architectures technologiques des programmes complexes seront encore plus complexes qu'avant. Ouvert veut dire plus de modularité pour être capable de gérer des cycles technologiques, des contraintes technologiques, des standards qui viennent aussi bien du civil et des militaires. Mais en même temps, il ne faut pas trop complexifier, parce que si vous complexifiez trop, vous ne le gérez plus. Et les coûts vont s'accroître, et vous perdrez en adaptabilité. Et aujourd'hui, si on comprend bien qu'il faut créer ces architectures, on n'a pas encore complètement compris jusqu'à quel point on peut les rendre efficaces pour bien intégrer les deux volets. Donc pour moi, on n'a répondu qu'à moitié à ce paradoxe. Et puis le dernier paradoxe, qui pour moi reste une question ouverte et n'est pas encore adressée, et va être le challenge des années à venir, surtout dans un contexte aujourd'hui de conflit, c'est la sécurité des approvisionnements à court et à long terme. On ne peut plus le penser de la même manière. Dans le cadre de la BITD, on pensait avec un ensemble d'acteurs clairement définis, l'État au centre, des règles de contrôle, des règles de sécurité d'approvisionnement, des règles d'exportation, etc. On peut toujours jouer pour la BITD,
mais pour les autres. Quand on parle à Amazon, quand on va parler à Google, quand on va parler à un moment donné à des startups qu'on demande d'adresser à des problèmes militaires, mais aussi à des problèmes civils pour ne pas dépendre que du civil et qui peuvent voir leur trajectoire technologique évoluer en fonction des dynamiques purement d'écosystèmes civils et plus militaires. Comment on va gérer la sécurité d'approvisionnement? Ben là, il va falloir complètement trouver une réponse et complètement changer notre manière de penser. Et je vois 3 pistes qui restent encore des pistes ouvertes. La première piste concerne finalement à dire on va revenir à la bonne vieille logique de gérer 2 ou 3 sources d'approvisionnement, parce qu'on n'aura pas le choix. Et les 2, 3 sources d'approvisionnement, ça veut dire qu'il faut avoir des acteurs industriels ou de la recherche publique qui sont localisés, potentiellement près d'alliés plutôt, donc dans des pays différents, mais des pays quand même alliés, pour être capable de sourcer sur plusieurs sources si on a besoin en cas de problème. Deuxième solution, ça va être aussi d'envisager d'être capable de travailler avec des technologies ou des systèmes dégradés. Des fois, on ne pourra plus s'approvisionner à tel niveau technologique, donc il faudra avoir conçu une architecture technologique suffisamment ouverte pour être capable d'intégrer d'un coup des briques qui vont être en situation dégradée, moins performantes, mais il faudra quand même qu'on continue à fonctionner et qu'on fonctionne bien et que les armées restent performantes, même si parfois on utilise ces technologies ou ces solutions dégradées parce qu'on n'a plus accès aux autres. Et puis la dernière, c'est finalement, est-ce qu'on doit penser sécurité d'approvisionnement au niveau du ministère de la Défense maintenant? Est-ce que l'enjeu de la sécurité d'approvisionnement, ce n'est pas plutôt de penser des technologies critiques qui sont dans ce système poreux civil et militaire, on pense à l'intelligence artificielle, la cybersécurité, etc., qui touchent aussi bien le civil et le militaire et qui doivent être pensés par à la fois des ministères civils, des ministères de la Défense, des institutions européennes, des grandes entreprises en partenariat, où il faut repenser les chaînes de valeur et comment on va être capable d'adresser ces technologies critiques et cette sécurité d'approvisionnement pour un ensemble d'enjeux à l'échelle nationale ou européenne. Et pour moi, ce dernier point reste complètement une question. Merci beaucoup, c'est vraiment passionnant. Le ministère des Armées français et surtout l'AID a évidemment à cœur de promouvoir l'innovation ouverte. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur en détail sur le rôle de l'AID depuis sa création, sur les moyens qui sont alloués à la captation de l'innovation civile, comment ça se passe en pratique, quels ont été les processus mis en place pour aller chercher les innovations pertinentes dans le domaine civil. Et peut-être aussi pour rebondir sur ce que disait Madame Merdol, comment l'AID a effectué cet arbitrage entre ce qu'on partage et ce qu'on contrôle. Alors, pour revenir sur la genèse de la création de l'agence, l'agence Innovation de Défense a été créée en fait le 1er septembre 2018. Elle a vraiment été créée pour fédérer l'innovation au sein du ministère. Et elle a eu pour ambition d'ores et déjà en fait d'intégrer l'innovation planifiée et l'innovation donc qu'on appelle l'innovation programmée et l'innovation ouverte. Ce qui fait vraiment la spécificité de cette agence, c'est qu'elle regroupe vraiment ces deux. Si on fait le parengrenage d'autres structures qui existent, qui peuvent être relativement similaires à l'agence, souvent on a des agences qui ont séparé les deux, c'est-à-dire qui sont vraiment uniquement sur la partie programmative et uniquement sur la partie innovation ouverte. Donc nous, ce qui fait vraiment la spécificité de l'agence, c'est d'avoir rassemblé en fait ces deux, ce qui fait qu'on a quand même 1 milliard de budget en fait par an. Et ce milliard de budget est réparti à la fois sur l'innovation programmée et l'innovation ouverte. Et donc l'innovation programmée, on est vraiment sur, si on parle de TRL, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, enfin en tout cas niveau technologique, on est relativement bas, on est plutôt sur la partie thèse, on démarre sur des thésards, et TRL plutôt élevé pour la partie innovation ouverte. On n'est pas forcément sur des produits sur étagère, on est vraiment plutôt sur la partie expérimentation et développement et expérimentation, donc plutôt TRL 7 ou 8. Donc pour dire que vraiment on l'a pleinement intégré. Et ce qui fait que le passage entre l'innovation planifiée et l'innovation programmée, innovation programmée et innovation ouverte, elle est complètement intégrée au sein de l'agence. Ce qui fait qu'en fait, voilà, typiquement, moi j'ai mon homologue qui est une innovation qui est à l'étage au-dessus, et assez facilement on est en mesure de pouvoir échanger. Et l'idée, c'est de pouvoir faire des capsules d'innovation dans ces grands programmes. Et pour avoir en fait ces capsules, il faut qu'on soit bien évidemment qu'on travaille communément ensemble
pour effectivement anticiper au mieux en fait les grands sauts technologiques. Alors effectivement, c'est une des difficultés, mais nous, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est l'interopérabilité, le fait d'avoir des capacités. Et donc, ce qu'on demande au domaine civil, c'est de pouvoir être interopérable. L'interopérable aussi bien en fait pour que lui-même soit en mesure de trouver d'autres clients et de ne pas être en fait mono-client au ministère des Armées, parce qu'on sait très bien que le cycle d'une startup, si elle s'appuie uniquement sur le domaine de la défense, a des cycles très longs, qui n'est pas du tout je veux dire, comparable à son cycle de vie. S'il veut lever des fonds, lui il va lever les fonds dans 6 mois, dans 9 mois. S'il veut passer un contrat avec l'agence, il prendra quelques mois, mais en fait, ça va potentiellement être en concomitant par rapport à ses démarches de marché. Donc, il faut vraiment qu'il puisse trouver également son marché civil, et donc ce qu'on appelle vraiment en fait le marché dual. On a connu des boîtes, des sociétés pardon, qui uniquement se sont focalisées sur le domaine civil, militaire, pardon, effectivement, qui ont eu des difficultés parce que le cycle n'était pas forcément celui du ministère. Donc voilà, pour dire qu'effectivement, ce sujet d'innovation ouverte est pleinement intégré. Alors bien évidemment, on travaille, là, j'ai fait l'écho avec des structures type start-up, mais on a un écosystème qui est très largement, en fait, large au sein de l'agence. On travaille aussi bien avec des universités, avec des pôles de compétitivité, avec le réseau des stats, le réseau Curie, le réseau des Carnot, donc avec CEA, CNRS, on a toutes les structures au sein de l'écosystème innovant en France notamment et étranger plutôt côté Europe. Donc voilà, ça c'est clairement intégré au sein de l'agence. Et on a effectivement, alors en termes d'effectifs, si on revient sur les chiffres, on a 130 personnes au sein de l'agence. On a aussi bien des officiers, donc qui sont en lien avec les forces. On a aussi bien en fait des chercheurs, des innovateurs, des officiers, j'ai dit, pardon, et puis des ingénieurs. Donc on a cette mixité en fait de profils qui fait qu'on est capable d'adresser à la fois des sujets du domaine civil et militaire. Et quand on travaille avec des startups, bah, typiquement, nous, on a dans nos équipes des personnes qui ont été anciennement des startuppers, donc qui est capable effectivement de challenger des structures innovantes, d'essayer de voir si techniquement ça tient la route, si en fait au niveau de leur business plan, leur plan de financement, c'est cohérent ou pas. Est-ce que justement, typiquement en termes de souveraineté, c'est pas une structure qui va se tourner vers une structure étrangère pour lever des fonds? Et donc ça aussi, c'est des leviers que nous, on a au sein de l'agence, parce qu'on a un fonds innovation de défense qui permet effectivement d'assurer en fait une certaine pérennité de structure, ou en tout cas les aidants. Je parle notamment du Quantique dans laquelle le ministère a investi, notamment Pasquale et Candela. Voilà, typiquement, c'est des structures que financièrement, via le BPI, qui ont qui ont un abondement, et donc on a un fonds de 200 millions d'euros qui permet de financer un certain nombre de structures innovantes en les finançant par prise de capital. Donc on a voilà tout cet écosystème. Donc on va capter en fait des sociétés privées qui n'ont pas été détectées. Donc typiquement voilà, c'est des sociétés qui travaillent très bien dans le domaine civil, mais qui peuvent avoir un intérêt, mais qui ne connaissent pas notre intérêt. Donc ce qu'on appelle les use cases. Donc on leur apporte des use cases qui les intéressent très fortement. On a également au sein de l'agence un pôle, enfin une entité qui s'appelle le guichet unique, qui permet effectivement de pouvoir toute société qui s'intéresse au ministère des Armées, qui veut avoir un point de contact unique et qui pense avoir un sujet innovant, en fait, peut contacter ce guichet. Alors, il y a des sujets qui peuvent être plus ou moins intéressants. Je ne vais pas forcément parler des sujets moins intéressants, mais on a des captations de projets sur lesquels nous, on n'avait pas du tout imaginé, et en fait, qui viennent du domaine civil. Donc, si c'est intéressant d'aller chercher des projets, d'aller chercher des sociétés, mais aussi que des sociétés qui n'ont pas identifiées viennent avec des projets. Et on a aussi pour vocation à faciliter le développement de projets. On a quasiment 300, un volant de 300 projets par an. Et sur ces projets, effectivement, il y a l'accompagnement financier, ressources humaines, ressources financières, mais également aussi la facilitation de passage à l'échelle, hein, donc ce qu'on appelle la vallée de la mort pour les startups notamment, c'est dire comment on passe d'un prototype à la mise en place au sein des forces, donc tout ce qui est déploiement. Donc au sein de l'agence, en fait, il y a un comité que je co-préside pas, mais en tout cas, j'assure le secrétariat, mais qui est piloté en fait par le chef d'état-major, en fait, son représentant au niveau force et au niveau de la DGA, et qui permettent de faciliter en fait ce prototypage donc les premiers de série jusqu'au déploiement. Donc ça, c'est des vrais sujets qui ont été d'ores et déjà intégrés au sein de l'agence pour faciliter le passage à l'échelle, parce qu'effectivement, faire l'innovation pour rester en mode prototype, ça sert à rien. C'est de passer l'étape. Alors ça sert à rien. Quand je dis ça sert à rien, effectivement, c'est pas systématiquement un passage à l'échelle. Bien évidemment, ça peut servir pour la gestion de la connaissance notamment. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment pouvoir en faire bénéficier nos clients. Et nos clients, c'est les directions, les services,
avec lesquels on travaille au quotidien et c'est pour eux en fait qu'on travaille. Donc on est vraiment leurs clients. On n'hésite pas à parler de clients. Nous, on a des clients. Les clients, c'est les personnels du ministère des Armées. Et pour finir juste sur la partie innovation ouverte, ce qui fait un petit peu la spécificité de l'agence, c'est qu'on intègre également la notion d'intrapreneuriat. Alors, c'est pas pur intrapreneuriat comme on est en train de parler, mais en tout cas, c'est l'innovation participative qu'on appelle et qui sont effectivement pleinement intégrées dans des structures innovantes, notamment dans le SBF 120 ou 440. En fait, ils ont tous des structures d'innovation et ces structures-là également font de l'innovation participative, donc des innovations qui viennent du terrain. Et ça, en fait, on a une trentaine de projets par an en fait, qui viennent du terrain et nous, ça nous alimente aussi, c'est concret, c'est des choses en fait qui peuvent passer à l'échelle. Donc ça, c'est aussi très intéressant de pouvoir avoir cette capacité au sein de l'agence d'appuyer et de financer ce type de projet-là parce que ça vient clairement en fait d'opérationnel. Et c'est ça aussi l'intérêt de pouvoir pas uniquement parler aux états-majors qui ont des besoins, qui ont des macro-besoins, mais c'est aussi travailler avec des gens du terrain, que ce soit effectivement des forces spéciales, mais ça peut être également des personnes qui travaillent dans l'administratif, ça peut être des personnes qui travaillent au service de santé, ça peut être voilà, tous nos acteurs, tous nos clients, on va dire, qui sont capables d'innover au quotidien. Et c'est grâce à eux, effectivement, qu'on se retrouve aussi confronté à des cas d'usage très concrets qui ne sont pas forcément de l'innovation de rupture, mais c'est une innovation, on va dire, plutôt incrémentale, en tout cas, qui répond à des irritants du terrain. Et ça nous intéresse fortement également. Monsieur, merci beaucoup. Monsieur Sanchez, vous êtes justement au cœur de l'écosystème d'innovation, puisque vous avez à la fois pour mission de soutenir les projets innovants des entreprises et de porter l'innovation au sein du service de santé des armées. Comment se passe en pratique ce mouvement du secteur civil jusqu'au service de santé des armées en passant par l'AID? Et à quel moment on acte en pratique la mise en œuvre d'une solution innovante et quel est votre rôle dans ce processus? Oui, alors Bertrand en a un petit peu parlé. En fait, on ne va pas forcément rentrer dans le détail, mais l'agence dispose de différents vecteurs de financement des entreprises. Ces vecteurs, ils sont en gros caractérisés par la maturité du produit qui est développé par l'entreprise ou le labo, hein, puisque du coup, on peut monter des projets de recherche. C'est pour ça que du coup, surtout dans la thématique santé, faire vraiment établir une frontière très nette entre la recherche et l'innovation, à mon sens, enfin, en tout cas de l'expérience que j'en ai à l'AID, c'est pas forcément une bonne chose, puisqu'il y a une vraie porosité. On peut commencer par faire une maquette qui nous servira ensuite à monter des projets de recherche, qui nous permettront d'obtenir de la connaissance, etc. Enfin, donc on a vraiment une espèce de projet comme ça, boule de neige. Donc, l'un des vecteurs qu'on utilise assez souvent, c'est celui qui consiste à expérimenter des objets qui existent. Dans ces cas-là, l'entreprise vient, vient nous voir, se manifeste à nous, ou alors on va la chercher pour un besoin qui nous a été exprimé. Et donc, on va, c'est pas un gros mot quand je le dis, détourner l'usage, c'est-à-dire adapter l'outil qui est déjà commercialisé, qui répond à un certain nombre à toutes les normes réglementaires obligatoires dans le domaine de la santé ou du traitement des données de santé, et on va l'adapter et on va le tester. Euh, Là, quand on réalise une expérimentation, l'objectif, c'est d'être rapide, efficace, et du coup, d'avoir une réponse. La réponse, c'est ça m'intéresse ou pas. Si ça m'intéresse, on n'est pas obligé de réussir, hein. Dans l'innovation, on a le droit et presque même le devoir d'échouer parfois dans nos expérimentations. Par contre, on n'a pas le droit de ne pas être curieux et d'avoir des interdits. Donc, on est là justement pour avoir une vision qui est euh, complémentaire à celle de l'innovation dirigée, qui a un objectif moyen ou long terme. Nous, on doit être en mesure de tester des choses, de regarder à droite et à gauche et éventuellement de se tromper. Voilà. En tout cas, une fois qu'on a réussi, si l'expérimentation est concluante, alors on rentre dans le processus qu'a évoqué Bertrand, qui est celui du passage à l'échelle. Et là, du coup, bah, c'est un nouveau processus qui rejoint un petit peu les processus anciens militaires connus. Donc là, on ressort un petit peu je dirais, les processus qu'on connaît habituellement, qui sont un peu plus lourds et un peu plus longs à mettre en œuvre. Mais on y arrive et l'AID, du coup, permet de faire ce lien d'accélération pour après redonner la main. C'est-à-dire que le travail de l'AID s'arrêtera au moment où l'innovation a été testée,
quel qu'en soit le résultat, puisque ensuite, le client, l'utilisateur, c'est-à-dire l'armée direction ou service, reprend la main sur le nouvel objet acquis. Euh, Néanmoins, pour répondre à votre question, moi, mon travail, c'est quand même d'abord de porter le besoin, en tout cas de le traduire, du service santé des armées. C'est-à-dire que j'ai une position particulière qui me permet d'avoir la vision, ou en tout cas de traduire les objectifs moyen terme du service santé des armées en termes de problématiques recherche inno. Et ensuite, j'ai libre à moi d'aller chercher tous les vecteurs, d'aller chercher l'innovation ou qu'elles viennent à moi parce que elles ont été captées par le terrain. Mais du coup, c'est là où, pour revenir sur ce que vous disiez, du coup, moi, mon rôle, il est vraiment à la frontière entre l'innovation dirigée. Clairement, aujourd'hui, je ne suis pas officier programme. Je l'ai été dans un temps passé, mais c'est plus le cas. Et donc, du coup, je ne suis pas non plus dans l'innovation, totalement dans l'innovation ouverte, où j'ai vu l'idée du siècle et donc je décide de la tester. Je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire que néanmoins, je dois répondre absolument, urgemment aux besoins du service santé des armées. C'est mon client et donc du coup, je ne fais pas de l'innovation pour m'amuser, vous voyez. Ça doit être quand même avec des objectifs court terme assez précis. Il y a une espèce de zone un peu floue, vous voyez, là-dedans. Et donc après, bah, libre à moi de dire, OK, ça par rapport à ce que vous m'avez donné comme objectif, parce qu'on a un objectif très court terme d'améliorer de façon très significative la prise en charge du blessé de guerre, alors je trouve que cette innovation peut avoir un rôle majeur. Libre à moi, c'est mon rôle. Merci beaucoup. Justement, si on parle des objectifs à court et moyen terme pour la coopération entre la société Hopper et l'AED, est-ce que vous pourriez nous parler justement des prochaines étapes? Peut-être revenir un petit peu déjà sur les premières étapes, c'est-à-dire comment s'est déroulée cette coopération en pratique. Est-ce qu'il y a eu des adaptations de votre côté, donc pas sur les... Donc on a compris que c'était pas sur les produits développés, mais en termes de processus, est-ce que pour une entreprise qui n'a jamais travaillé dans le domaine de la défense, est-ce qu'il y a quand même des défis pour arriver dans ce milieu-là et quelles sont oui, les étapes qui suivent? Donc les quelques étapes qu'on a pu avoir ont été des étapes là-bas qui ont pu être évoquées par Monsieur Sanchez à l'instant. C'est toutes les étapes de vérification, nous, de notre structuration de société, de réglementaire, pour s'assurer déjà de la qualité et du sérieux de ce qu'on propose, pour ensuite passer à l'étape suivante. Nous, l'étape suivante, ça a été d'aller rencontrer les médecins à l'hôpital militaire à Paris pour mettre en place une première journée d'essai de nos produits, nous, avec des personnes amputées qui étaient présentes. On a pu échanger à ce moment-là sur notre savoir-faire dans la reprise d'activités sportives avec les lames. On a pu évoquer aussi les savoir-faire qui venaient de l'hôpital de l'autre côté et d'envisager quelle pouvait être la collaboration ensuite. Et la collaboration ensuite, ça a été, nous, de mettre à disposition notre matériel. Donc, on n'a pas adapté techniquement à ce niveau-là. Par contre, c'est vraiment sur les techniques pour reprendre les premiers pas, pour que la pratique se fasse de la meilleure des manières au départ pour éviter les blessures et favoriser derrière une reprise du sport la plus adaptée possible. Ces échanges-là ont permis, nous, de continuer. Là, il y a eu plusieurs étapes qui ont été menées, mais où cette année, il y a eu un stage sur une semaine, si je ne dis pas de bêtises, qui a été mis en place, qui n'était pas la première édition, hein. Ça a été la première édition avec nos produits. Ça se faisait auparavant avec d'autres produits. Et la mise à disposition nous, de nos produits a permis d'améliorer la praticité, on va dire, de ces stages de reprise de la course à pied. Et la technicité de nos produits a été particulièrement appréciée justement dans cette idée de reprise de la course à pied parce que on les a développés pour ce point fort-là et la collaboration a vraiment démarré à ce niveau-là. Et les étapes d'après, nous, où ça mène derrière, c'est que ces stages sur une semaine qui ont pu être menés, nous, ça nous permet d'apporter un peu plus de savoir aussi. Les lames en carbone, ça a une trentaine, une quarantaine d'années. Ça a été, je dirais beaucoup, ça a été principalement théorisé sur les athlètes de haut niveau
et très très peu sur des personnes qui couraient dans leur quotidien. Et aujourd'hui, scientifiquement, cliniquement, il y a encore beaucoup de travail autour de ça. Et donc, on avance petit à petit pour générer de la connaissance autour de ça. Et ça nous mène, nous, aujourd'hui, à mettre en place d'autres stages dans d'autres centres, typiquement vers le civil aussi, en France, sur d'autres villes, d'autres centres majeurs, ce qui permet d'élargir l'accès au sport à bien plus de personnes que ce qui se fait actuellement. Et notre ambition, c'est de continuer à ça et que ça aille encore plus loin et que il y ait tous les moyens pour les personnes amputées qui peuvent le faire physiquement et qui souhaitent le faire, qu'ils aient accès en fait au sport avec du matériel adapté et un accompagnement adapté. Et c'est ce qu'est la suite et l'ambition finalement de ces briques qui sont posées aujourd'hui sur tout ce travail-là. Et, euh, et voilà, je dirais que c'est ça. Et pour rebondir, en effet, ce qui est intéressant aussi sur ce qui a été dit avant, c'est l'aspect, nous, petite entreprise, où on va avoir nos obligations de répondre à notre marché civil pour notre survie, notre projection, de ne pas dépendre que du militaire, mais de travailler ensemble sur ce qui peut apporter mutuellement aux objectifs de chacun. Et c'est dans ça que ça s'inscrit, nous, notre collaboration. Merci beaucoup. Peut-être avant de passer à vos questions, j'aurais une dernière petite question. Je ne sais pas qui souhaite y répondre. Ce serait sur l'articulation de la stratégie française en matière d'innovation, notamment d'innovation ouverte. Comment elle s'articule avec les priorités et les outils au niveau européen, surtout au regard des enjeux que vous avez soulevés, Madame Merindol. Certains doivent peut-être être adressés à une échelle européenne. Donc, comment vous voyez l'articulation des priorités françaises et des priorités européennes, notamment dans le cadre du Fonds européen de défense? Qui veut... Alors, effectivement, il y a plusieurs dispositifs. Est-ce qu'il y a une cohérence? Ça serait trop dire qu'il y en a une. En tout cas, c'est des approches complémentaires parce que nous, on est en lien avec différentes structures européennes, que ce soit via la Commission ou via l'OTAN. Donc, effectivement, c'est des logiques parfois un petit peu différentes, mais les thématiques sont sensiblement un petit peu les mêmes. On a, par exemple, un accélérateur côté OTAN qui s'appelle Diana. Et donc, on fait remonter en fait des sociétés françaises pour qu'elle soit en fait accélérée dans le cadre de ce dispositif-là, qu'on ne fait pas forcément sur le fonds de défense européen, qui n'est pas forcément un accélérateur, mais qui est là plutôt comme une étape un peu précédente. Donc, incubateur, voilà, on est plutôt dans la notion d'incubateur dans un cas, accélérateur dans l'autre. Les thématiques peuvent être voilà, sensiblement les mêmes, les finalités pas forcément. Donc voilà, c'est à nous de pouvoir, notre rôle au sein de l'agence, quand on a une société qui vient nous voir, d'avoir d'être aiguillon, d'avoir ce guide, ce soutien. C'est dire, voilà, typiquement, est-ce que vous êtes, vous, éligible plutôt sur des différents leviers type subvention. Donc, ça peut être des subventions type rapide chez nous. Donc, c'est la subvention, on va dire, relativement classique. Si c'est une société je veux dire, avec peu d'effectifs, on peut avoir des subventions jusqu'à 80%. Si c'est un gros centre, une grosse ETI, elle est plutôt sur la subvention à 5 ou 10%. Donc là, en fait, il y a une modularité dans le pourcentage de subventions qu'on peut allouer à des structures qui viennent nous voir. Donc ça, c'est la subvention type rapide. Mais on a d'autres subventions pilotées au sein de l'agence en fonction de la maturité des projets. Là, on est plutôt sur du TRL entre 4 et 7, 4 oui, à peu près 4 et 7 pour les dispositifs rapides. On a d'autres dispositifs en fait qui nous permettent de dire, voilà, ce projet-là, on pense que ça a plutôt un intérêt pour que vous puissiez postuler sur du France 2030 par rapport aux thématiques de France 2030. Donc là, on est en lien permanent avec le SGPI qui gère en fait ces dispositifs-là. Donc voilà, donc on est aussi capable d'orienter en fait une structure en disant, voilà, vous êtes capable de pouvoir travailler pour nous, ça nous intéresse. Par contre, c'est peut-être pas forcément dans nos priorités ministère nous propre, ministère des Armées. Par contre, ça peut l'être plutôt côté OTAN, ça peut l'être plutôt côté Fed, ça peut l'être plutôt côté français avec France 2030. Donc voilà, nous, on est capable, quand une société vient nous voir, on claque pas la porte en disant, voilà, ça n'intéresse pas le ministère des Armées, donc au revoir, d'avoir une capacité de rebond et de pouvoir l'aiguiller au mieux en fonction des différents dispositifs qui sont
à notre main directement ou indirectement. Donc, on est vraiment là en termes de passage de relais quand il n'y a pas effectivement un dispositif propre que nous, on gère aussi nous, au niveau de l'agence. Donc, la complémentarité des dispositifs peut paraître assez exogène, mais néanmoins, ça peut permettre à différentes structures de pouvoir se positionner sur un tel ou tel dispositif. C'est ce qui vient d'être dit. En fait, l'une des exigences aujourd'hui de parler innovation planifiée, innovation ouverte dans le monde défense, c'est l'obligation de créer cette porosité et de savoir intégrer, de passer de l'un à l'autre. Et dès qu'on raisonne à niveau européen autant, bah, c'est très compliqué. On se retrouve face à des silos parce qu'il y a des intérêts divergents, parce qu'il y a des structures qui ne se parlent pas ou qui fonctionnent différemment. Finalement, on n'a pas d'agence qui rejoue ce rôle de catalyseur et qui gère à la fois les deux. On se retrouve avec des structures à l'échelle européenne ou autant qui gèrent séparément des initiatives différentes. Alors, on peut avoir comme là l'idée qui s'est orientée tel acteur vers tel dispositif et autres, mais cette intégration entre innovation planifiée et innovation ouverte, elle reste à construire à cette échelle. Juste un petit complément. Alors, pour la partie, en effet, Europe, je pense notamment au fait qu'il y a quand même des comités qui valident du coup la partie appel à projet, etc. Donc, du coup, bien sûr, ça n'engage que les nations qui ont contribué. Euh, pour l'OTAN, du coup, les choses sont un peu différentes. Les nations sont souveraines à l'OTAN de travailler sur les thématiques qui les intéressent. Au sein de l'OTAN, il y a une structure qui s'appelle STO, Science and Technology Organization, qui travaille à produire de la connaissance, notamment sur des grandes thématiques. La santé en fait partie. Et du coup, au sein de ces travaux sont menés parce que les nations participent. Et donc, du coup, libre à vous, en tant que représentant France, de porter un projet qui vous intéresse pour que les nations contribuent avec vous sur cette thématique. Et du coup, alors, je ne parle que de la thématique santé, puisque du coup, j'appartiens à un groupe de travail. Bon, faut pas se leurrer, on travaille tous sur le même sujet. Donc, du coup, en réalité, quand j'ai un sujet qui m'intéresse, bizarrement, il intéresse mon collègue belge et mon collègue américain qui, lui, parfois a un peu d'avance. Donc, du coup, voilà, clairement, c'est pas. Je pense qu'il faut essayer de promouvoir néanmoins ce travail à l'international. Merci beaucoup à tous les quatre. On va peut-être passer à vos questions. Donc, n'hésitez pas à vous présenter avant de poser votre question. Et puis, à essayer de poser des questions plutôt courtes pour qu'on puisse en prendre le plus possible. Il doit y avoir un micro qui va circuler. Et ben, on peut déjà prendre une première série de 2 ou 3 questions. Bon. Bonjour. Je trouve que souvent en France, quand on parle d'innovation, on se centre sur l'innovation technologique. Et alors que quand j'étais aux États-Unis, l'innovation était beaucoup plus large. Et je remercie le docteur Sanchez d'avoir dit à quel point l'innovation organisationnelle en matière de santé publique est importante. Mais s- là, aujourd'hui, on a surtout parlé d'innovation technologique. Et les militaires français disent que au Sahel, ils ont réussi. Mais la, les sciences politiques nous montrent que ça n'a pas été le cas. Et je vous invite à lire un rapport qui est sorti la semaine dernière euh, par Sciences Po et l'association Tournons la page sur le sentiment anti-français en Afrique et l'importance du rejet de l'armée française. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est bien d'être technologiquement performant, mais il faut aussi être socialement performant. Et sur le plan de, des méthodes de défense, je appartiens à une association, le Mouvement pour une alternative non violente, qui travaille sur la défense civile non violente. Alors, je voulais vous demander si vous ne pensez pas que ce serait intéressant que le ministère des Armées, comme il l'a fait il y a déjà 40 ans, travaille sur cette question parce que je pense que c'est la, la société civile a un rôle à jouer aux côtés des armées pour la défense de notre pays. Et alors, j'avais 2 questions pour le docteur Sanchez. Quand j'étais jeune directeur d'hôpital, il y avait une industrie de la radiologie en France. Et puis, elle a disparu.
Et on m'a dit qu'elle avait disparu parce que l'industrie qui fabriquait des appareils de radiologie avait trouvé plus intéressant économiquement pour eux de travailler sur les radars. Et donc là, le militaire aurait tué le civil. Est-ce que ce qu'on m'a dit est vrai selon vous? Et dernier point, euh, la semaine dernière, la France a voté avec la Russie et le Royaume-Uni à l'Assemblée générale des Nations unies contre une proposition de recherche sur les effets euh, de l'arme nucléaire, les effets notamment sanitaires. Donc, docteur Sanchez, est-ce que vous avez un avis sur cette décision? Merci. Peut-être on peut prendre une deuxième question. Bah, allez-y, et puis ensuite. Oui, bonjour. Baptiste Voyer, je suis interne en santé publique et je voulais savoir, parce que vous avez parlé un peu de France 2030 et des différentes agences et les coordinations que vous aviez, est-ce que justement, comme il y a pas mal de sujets de santé qui ont été évoqués, lorsqu'il y a des projets d'innovation, vous travaillez avec, par exemple, l'agence d'innovation en santé de France 2030 et est-ce que c'est juste s'adresser au bon guichet et retransférer le dossier ou est-ce que vous pouvez avoir des projets en lien, par exemple, enfin, l'entreprise qui était expliquée aujourd'hui ce soir, potentiellement était en lien avec ces deux agences et enfin, est-ce que vous travaillez concrètement sur des projets ensemble? Merci beaucoup. Merci. Il y avait une question ici, on peut la. Bon, je voulais en prendre trois, mais c'est vrai qu'on en a déjà eu beaucoup dans la première. T'en prends une dernière et puis après on fera un deuxième tour. Oui, bonjour, je suis Emmanuel Klein, je suis responsable extérieur d'une société qui est à la Sorbonne qui s'appelle Plantibodies et qui fait pousser de l'immunothérapie dans des plantes, donc c'est plutôt dans la santé. Et je sais, parce qu'on n'a pas beaucoup de concurrents dans le monde capables de faire ça, mais que la DARPA, mais une spécialiste de la DARPA, je crois, finance extrêmement bien ce genre de molécules qui sont les plus chères au monde. La biothérapie est vraiment très chère, mais aujourd'hui, on a la capacité en tout cas de rerouter des molécules ou d'échapper aux licences et aux brevets, on va dire ça comme ça, et de les faire pousser dans des plantes et du coup d'éviter la chaîne du froid pour la transporter sur le terrain. Premier avantage. Deuxième avantage, ça se déploie extrêmement rapidement. À partir du moment où on fait pousser une plante en 3 semaines, on peut sortir des médicaments. Voilà. Donc je voulais dire que j'avais déjà mis un petit mot à l'Agence d'innovation santé, que je n'ai pas eu de retour. Ça, c'est pas Donc je nous, me donc suis c'est dit que bon. j'allais me déplacer et... Ah non, mais je me dis que j'ai eu un bug sur mon ordinateur, on va dire ça comme ça. Et que le cas échéant, ben, je serais ravi d'avoir un contact avec vous. J'ai déjà fait un projet rapide, puisque j'ai développé SC1, premier sauvetage au combat de niveau 1 avec le capitaine Pasquier de mémoire, et l'hôpital Béguin, le SSA, qui est arrivé même sur l'iPhone du général, je crois, à l'époque. Et donc, j'ai bien aimé travailler avec l'armée, je serais ravi de continuer. Et donc là, on a un projet, on est à la Sorbonne, ça s'appelle Plantibodies. Vous ne pouvez pas le louper sur LinkedIn. Et je vous ai tous invités sur LinkedIn, donc c'est fait. Et pourquoi pas avec une bonne mutuelle. Voilà. Merci. Monsieur Sanchez, vous voulez peut-être répondre aux questions Oui. sur les liens avec l'Agence d'innovation de santé, peut-être Mais je vais reprendre les questions dans l'ordre. Allez-y. Du coup, alors concernant votre première question, alors sur l'industrie du monde de la radiologie, alors à ma connaissance, il n'a pas disparu, bien au contraire, puisque bah, du coup les technos sont galopantes dans ce domaine-là. Alors par contre, en effet, moi, les sociétés avec lesquelles je travaille aujourd'hui ne sont pas forcément françaises dans ce domaine. Mais par contre, voilà, et notamment avec la télémédecine, maintenant, on connecte tout, on a des appareils qui sont hyper polyvalents, qui se miniaturisent. Enfin, voilà, c'est un- un domaine qui est très vivant et donc je ne sais pas si les armées avaient eu un lien avec le sujet que vous évoquez. Sur le deuxième sujet, et qui est celui, alors malheureusement, je n'ai pas suivi ce qui s'est passé à l'ONU la semaine dernière, mais par contre, en effet, les thématiques de recherche sur les contre-mesures médicales liées aux radiations ionisantes font partie de prérogatives et de thématiques qu'on pourrait qualifier de régaliennes
pour lesquels le SSA a quelques experts très qualifiés. Donc voilà, on est vigilant. Euh, alors, pour votre question avec l'agence innovation santé, très, très bonne question d'actualité en tout cas, puisque cette agence est naissante. On entretient des relations régulières avec l'AIS qui nous consulte d'ailleurs parce que, elle est très, très intéressée par la manière qu'on a de fonctionner. Bertrand, on a un peu parlé tout à l'heure, mais notre fonctionnement est un peu particulier parce que on est une agence finalement assez conséquente. Et surtout, on a toutes les compétences en interne et on a un budget en propre pour mener l'innovation du début à la fin. Ce qui n'est par exemple pas le cas de l'AIS, qui du coup, fonctionnant avec France 2030, a des thématiques d'intérêt et doit arriver au résultat dans un objectif court terme. Et donc, du coup, va orienter les entreprises à répondre aux thématiques qui l'intéressent, par exemple en ce moment, Hôpital du futur. Donc, du coup, elle définit les sujets que les entreprises doivent du coup, traiter si elles veulent du coup, bénéficier des aides qui sont permis par France 2030. Euh, on est en train, vraiment, c'est naissant depuis la rentrée. On travaille avec l'AIS pour définir les thématiques d'intérêt et la manière qu'on pourrait avoir de travailler ensemble, puisque c'est un peu la thématique du jour, le lien civil-militaire dans l'innovation en santé. Moi, je suis convaincu qu'on a énormément de sujets de recherche et d'innovation à faire porter par le milieu civil pour des raisons qui sont d'intérêt dual évidentes. Et donc, du coup, on n'a pas vocation à tout faire en interne. Bien au contraire. Donc, il est évident qu'une agence comme l'AIS doit être pour nous une agence, enfin, un interlocuteur de premier choix avec lequel on va travailler. On peut même orienter des startups vers l'AIS. L'inverse est vrai, hein. D'ailleurs, dans un mois, j'organiserai un événement d'une startup que j'ai rencontrée qui m'a été adressée par la directrice de l'AIS. Voilà, donc, évidemment que ces liens, ils sont à créer et à développer. Et puis, pour la dernière remarque qui a été faite, bien sûr, non, non, mais, enfin, bien sûr, mais on aura l'occasion de. Je vais peut-être juste rebondir sur votre association. Moi, je vous incite effectivement à aller sur le site Radar. En fait, c'est un nouveau dispositif qui est à la suite de la Red Team, où le maître mot, c'est qui veut la paix prépare le futur. Voilà. Donc, typiquement, ces sujets-là sont adressés. Alors, c'est de la prospection. C'est des sujets prospectifs, mais en tout cas, voilà, typiquement, c'est des sujets qui sont quand même adressés au niveau du ministère des Armées avec ce dispositif. Et donc, je vous invite fortement à aller voir ce nouveau dispositif qui a été lancé la semaine dernière. Et donc, il y a un certain nombre d'informations qui sont disponibles sur Internet à ce sujet-là. Et on intègre, en fait, dans ce dispositif, il y a eu plus de 1000 personnes qui sont intervenues pendant ce jour-là. C'était la semaine dernière, le jeudi. Alors, je ne sais plus quel jour c'était, mais enfin, le jour, je sais, mais la date. En tout cas, c'était jeudi dernier, le 7, voilà, 7 novembre. Donc, je vous invite à aller voir le site. Et en tout cas, c'est clairement l'intégration du domaine civil et militaire, en fait, et pour travailler conjointement ensemble. Et donc, c'est les citoyens aussi qui sont intervenus en tant que tels. Donc, on a les citoyens, donc la société civile, les sociétés civiles et les citoyens qui ont participé, en fait, à ce nouveau dispositif. Et donc, c'est vraiment un écosystème complet. Donc, je vous invite à aller regarder plus en détail. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh, oui. Allez. Question. Oui, bonjour à tous, je suis David Versailles. Nous étions dans une table ronde avec Laure Collin qui était organisée aussi à Euronaval par l'AID, par le responsable des SHS, par Guillaume Chillet. Et en fait, on a abordé certains des points qui ont été évoqués ce soir. En pratique, il y a deux points qui en fait ont été évoqués ce soir et qui n'ont pas forcément été soulignés suffisamment et qu'on avait développé l'autre jour. En pratique, le premier point, c'est l'articulation entre les écosystèmes d'innovation et les écosystèmes d'affaires. Et là, on a besoin de revenir sur un certain nombre de sujets qui vont ramener de façon extrêmement précise à discuter sur le rôle des intégrateurs. Et ça, c'est un point que vous n'avez pas évoqué. Donc, si vous pouviez revenir sur cette question-là, ça pourrait être intéressant.
parce que les intégrateurs dans le secteur de la santé, on ne les connaît pas forcément. En revanche, dans les autres secteurs qui existent autour du secteur de la défense, évidemment, ils ont un rôle extrêmement lourd. Et en particulier, ils ont un rôle extrêmement lourd dans un des points que vous avez évoqué, qui est le sujet de la définition des standards ouverts. Parce que pour faire de l'innovation ouverte, il faut aussi arriver à des standards ouverts qui permettent de faire de l'interaction entre l'ouvert et le fermé. Sinon, vous ne pouvez pas avoir de facilité à raisonner sur ces questions-là. Le deuxième point qui a été évoqué juste avant que vous rentriez dans le jeu questions-réponses, c'est une question qui est assez douloureuse à traiter dans le cadre de l'interaction entre les agences civiles et les agences qui sont plutôt orientées sécurité ou défense au niveau européen. Typiquement, alors évidemment, on s'éloigne de la santé, mais moi je me rapproche plutôt des questions aéronautiques civiles, de l'articulation entre civil et militaire ou sécurité dans le secteur de l'aéronautique, typiquement ou du spatial. Typiquement ici, on a quand même un certain nombre d'agences et de programmes européens qui sont extrêmement financés, qui sont extrêmement prégnants au niveau de l'organisation. César 2020, pour ne citer qu'un exemple, qui a structuré énormément de comportements dans l'industrie à une époque. Et typiquement ici, il y a toute une série de proximités entre le civil et le militaire qui ne sont ni construites, ni traitées, des opportunités qui ne sont pas traitées et qui renvoient de façon explicite aux différents paradoxes que Valérie Mérindol a évoqués. Et là, il y aurait probablement un certain nombre de questions ouvertes sur lesquelles il faudrait peut-être réfléchir à un certain nombre d'activités qui vont au-delà des prérogatives actuelles du Fonds européen pour la défense et qui vont clairement rentrer dans des prérogatives qui relèvent ou des agences qui sont dans un cadre intergouvernemental ou bien dans un cadre qui sont proprement communautaires. Mais là, il y a proprement des difficultés de gouvernance et d'organisation qui se posent et qui méritent d'être regardées de façon attentive. Merci. Jean-Pierre, vous aviez une question aussi. Je ne sais pas si vous avez un... Merci. Je vais rebondir sur ce qu'a dit David Versailles. Normalement, tout ça devrait commencer à être mis en route après la communication de la Commission de 2021 sur justement sur les liens civils-militaires. Mais on voit bien qu'il y a pas, les choses sortent pas du tuyau. Et quand on a fait, puisque je vous dis, on a travaillé sur le rapport intérimaire Fonds européen de défense, euh, on n'a pas vu énormément de choses concrètes et pratiques sortir sur le sujet. Je vais rebondir. Alors, ma question portait, elle était plus pour peut-être pour Valérie, mais pour vous tous, sur la question de la sécurité d'approvisionnement. Parce qu'il y a des initiatives européennes sur le sujet hein, qui sont dans le texte de l'EDIP. Et puis, il y a quand même le CRM Act et le CHIPS Act. Et là aussi, on voit bien que j'ai l'impression que l'interconnexion, déjà France-Union européenne, a du mal à se faire. Et je voulais avoir ton avis sur le sujet. Déjà, sur les instruments qui sont proposés, est-ce qu'ils sont opportuns, valides, et comment s'articule France-Union européenne? J'aurais pu poser une question aussi sur E10. Non, mais sur la partie innovation de rupture qui est au Fonds européen de défense. Je pense que Je c'est m'arrête là. typiquement le sujet où, au niveau européen, on l'aborde avec des petits bouts, des effets silos, chacun avec son instrument, sa vision, ses prérogatives sur la sécurité d'approvisionnement, chacun de son côté. Alors que typiquement, c'est un sujet où il faudrait non seulement penser en silo, mais travailler vraiment en transversal et avec une nouvelle logique, de nouveaux instruments. Je donne un exemple. Il y a très peu d'acteurs aujourd'hui qui pensent la sécurité d'approvisionnement à travers la réflexion sur les standards. Les standards devraient être l'outil principal de sécurité d'approvisionnement. Suivant les standards qu'on utilise, on va faciliter ou pas une intégration ou l'accès à une variété de technologies qui va être essentielle pour nos capacités militaires. On ne pense pas les standards dans une logique sécurité d'approvisionnement. Et on devrait, parce que ça va être nécessaire de repenser même l'ensemble des outils qui sont à disposition et la manière de travailler avec les autres. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que chacun fait son petit bout dans son coin avec ses prérogatives, son petit bout, sa vision un peu fermée, et on ne change pas les outils. Et ça va être bien, à mon avis, le gros problème des années à venir.
Merci. Monsieur Gouillard, Monsieur Sanchez, si vous voulez répondre à la question sur le rôle des intégrateurs dans l'innovation et s'il y a des intégrateurs dans le domaine de la santé. Je pense que je vais répondre de façon incomplète parce que je ne suis pas très à l'aise avec la question. Mais par contre, du coup, en effet, je pense qu'elle est en lien sans doute avec la remarque sur les standards. Euh, et c'est vrai que dans le domaine de la santé, alors sur la partie données numériques, données de santé, il y a des choses et du coup qui facilitent grandement du coup l'utilisation des nouvelles technos et la mise en œuvre, le traitement des données. En effet, il y a des domaines pour lesquels, alors qui vont concerner directement ou indirectement la santé, pour lesquels il n'y a pas du tout ces standards-là, et où le jour où on adressera la question, on n'aura pas la réponse. On sera juste mis dans le fait accompli, on ne peut pas répondre à ce cas d'usage. Je veux dire, d'un point de vue international. J'ai un exemple très précis sur le déplacement de patients, de blessés, on appelle ça l'évacuation médicale. Si on se situe d'un point de vue international interne à l'Europe, sur des rails, ça ne marche pas. Voilà. Bon. Parce qu'on ne s'est jamais posé la question et parce qu'on n'en a jamais besoin. Mais par contre, du coup, certains se posent la question dans tous les pays européens concernés, l'Allemagne, la France, la Pologne, etc. Voilà, donc je ne pense pas avoir vraiment répondu à la question sur quels sont les intégrateurs santé, parce que je ne les connais pas très bien. Sur votre deuxième point, qui était les interactions du monde civil et de la défense au niveau européen, je crois que vous faisiez une remarque sur le fait qu'on n'est pas aujourd'hui en mesure de saisir les opportunités qui existent dans les mécanismes de financement, dans les appels à projets, etc. Je fais le même constat que vous. Voilà. Alors, certaines équipes de recherche y arrivent, mais du coup, de ce que j'en vois, par des connaissances d'équipes de recherche qui se connaissent bien, qui sont très expertes dans un domaine. Et donc, du coup, l'équipe d'un grand laboratoire français est capable d'appeler son homologue allemand ou espagnol, et du coup, de converger, et du coup, de monter un projet européen. Mais sinon, c'est très compliqué. C'est très compliqué. On en revient aux histoires de propriété intellectuelle, où parfois on identifie un super expert dans un pays qui pourrait apporter sa pierre à l'édifice, qui dit mais attention, quid de l'API? Est-ce que j'ai le droit de le faire? Comment je vais le faire? Parce que donc du coup, j'identifie que j'ai bien les chercheurs qui vont être en capacité d'exploiter mes données et de traiter mon sujet, mais c'est moi qui ai eu l'idée et c'est moi surtout qui ai, je ne sais pas, codé l'algorithme au départ, etc. Et du coup, les frontières deviennent tout de suite très floues. À partir du moment où on va commencer à rentrer dans le dur, à traiter le sujet, à rentrer dans les données, alors il y aura production d'une nouvelle connaissance de cette nouvelle équipe. Du coup, la connaissance n'appartiendra plus à l'inventeur de départ. Bon, bref, ces questions-là, elles sont aujourd'hui compliquées, hein. Je n'ai malheureusement pas toutes les réponses. Peut-être juste pour compléter sur la partie intégrateur, dès qu'on va parler d'architecture ouverte, technologique, où il va falloir intégrer des innovations issues de l'innovation ouverte, l'innovation planifiée, il y a un rôle clé des intégrateurs. Et là, on va passer des écosystèmes d'exploration aux écosystèmes d'affaires. Et donc, ça veut dire qu'en fait, il y a un rôle tripartite ou quatre partenaires entre l'AID, les armées, la DGA et les grands industriels pour savoir comment on intègre et comment on va, à un moment donné, plus loin, on crée ces nouvelles dynamiques et cette intégration. Et là, on doit à nouveau recasser des silos entre public-privé et la manière de travailler en commun. Alors, ça me permet de rebondir. Effectivement, ce lien, il est fait dans une moindre mesure, mais c'est via en fait les groupements avec lesquels on travaille, typiquement le GIFAS, le GICAT et le GICAN. Que ce soit GICAN, c'est pour la marine, le GIFAS pour le spatial et le GICAT pour l'armée de terre. Typiquement, c'est des structures qui organisent des groupes de travail sur lesquels l'AID est partie prenante. Typiquement, c'est pour à terme définir des normes. Et ces normes, c'est également porté en fait par des gros intégrateurs. Donc typiquement, la notion d'intégrateur font en fait un travail en fait de fond pour proposer en fait dans les cadres de groupes de travail plutôt français, mais qui ont vocation à être plutôt européens, parce que les grands intégrateurs, ils ont tout intérêt effectivement à vendre en France, mais à vendre à l'export. Donc en fait, c'est plus on est en amont
pour faire une norme, plus en fait on est capable après d'être leader. Et donc ces grands groupes, ils ont clairement en fait cette vérité-là. Et en fait, il faut savoir que ces intégrateurs-là, et via ces groupements de JFAS, J4 et JCAN, en fait, ont mis en place des accélérateurs ou des incubateurs de startups. Pour certains, il y a une quinzaine, trentaine ou une cinquantaine en fait, de membres. Et typiquement, c'est d'intégrer en fait, d'ores et déjà des startups dans leur écosystème. D'ores et déjà, ils puissent bien comprendre en fait, l'adhérence qu'ils peuvent avoir entre un grand groupe et puis une startup. Donc là, en fait, il y a une facilitation de pouvoir accéder en fait, à leur techno, de savoir comment on intègre chez eux. C'est typiquement, donc, ça peut être jusqu'à devenir un sous-traitant de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ça peut être même aussi, dans un certain cas, en fait, la prise de capital de start-up par ces opérateurs. Donc, finalement, par des intégrations en fait, de start-up, eux-mêmes, ils intègrent en fait cette techno. Alors, cette techno, effectivement, elle peut être de manière très transverse, ou alors ça peut être, dans un premier cas, une BU, une business unit qui est dédiée, et donc c'est la startup qui on va dire, une capsule dans le grand groupe, mais au fur et à mesure, en fait, elle est diluée dans l'ensemble en fait, des différentes unités du gros opérateur. Donc, typiquement, voilà, c'est un des moyens en fait, de pouvoir faire pousser des normes en étant très proactif avec l'écosystème ouvert. Et l'agence, en fait, participe pleinement en fait, à ça. Et nous, on rencontre des startups auprès de ces grands opérateurs qu'on accompagne également. Donc, il y a vraiment des échanges qui se font de manière assez construite. Bah, typiquement, la semaine dernière, Euronaval, voilà, il y a eu des prix qui ont été remis. Bah, il y a une start-up qui a été accompagnée par l'agence et qui est très fortement approchée par un gros opérateur. Donc finalement, on voit bien qu'en fait, ils sont quand même capables de pouvoir absorber ce type de structure et d'intégrer en fait des technologies et donc de trouver les moyens de pouvoir faire cette intégration dans leur grand programme. Et ça, c'est tout notre rôle aussi de pouvoir en fait ramener en fait de l'innovation ouverte vers ces gros opérateurs. Euh, Vous avez mentionné la question des exports très brièvement. J'ai justement une question en ligne d'une chercheuse au CIPRI qui s'interroge sur non. Est-ce que l'AID joue un rôle dans la sensibilisation auprès des entreprises avec lesquelles elle travaille sur les enjeux de contrôle d'exportation des technologies qui sont développées ou est-ce qu'il y aurait un partenariat en place avec des structures comme le SGDSN par exemple? Alors, l'agence ne travaille pas directement, c'est pas son rôle, mais bien évidemment, s'appuie en fait sur une direction du ministère, la 10, en fait, DICE. Alors, je ne sais jamais si c'est 10 ou des DICE, vraiment. Bref, en tout cas, c'est une structure, c'est une direction au sein du ministère qui traite typiquement ce type de problématiques. Nous, on est plutôt sur des problématiques d'ingérence, c'est-à-dire en fait des structures étrangères, et notamment qui s'intéressent à des startups sur lesquelles soit on a investi dans le capital, soit effectivement on a des projets avec eux. Donc voilà, typiquement, c'est des sujets qui nous intéressent fortement. Donc on travaille classiquement avec les services associés, le SGDSN, mais c'est surtout le CICE au sein de la DGE. Donc voilà, c'est des sujets qu'on est amené à traiter de manière très fortement, et notamment sur ce que je disais dans mon préambule, c'était ce savoir, effectivement, nous, on suit les sociétés, les startups, et c'est savoir est-ce qu'à un moment, elles ont un fonds, notamment le fonds typiquement de la NSA qui les approche fortement alors qu'elles travaillent pour le ministère des armées. Effectivement, ça nous intéresse particulièrement. Donc on est plutôt dans cette approche-là, de savoir si les structures françaises ont ou pas été approchées par des structures étrangères. Par contre, tout ce qui concerne l'export, c'est clairement en fait une direction au sein du ministère des Armées qui le traite. Mais effectivement, on est de concert avec cette direction-là, mais voilà, de manière assez éparse. Merci. Est-ce que l'un de vous veut ajouter quelque chose très brièvement avant de conclure? Et bien, dans ce... Je veux bien ajouter un petit élément, si vous voulez bien. C'est pour répondre un petit peu à la question que vous avez posée tout à l'heure et amener un petit peu de petite ouverture aussi sur la notion d'innovation ouverte. Donc pour en parler, on n'avait pas échangé nous avec l'AIS sur notre sujet pour le moment, mais ça pourrait venir à l'avenir. Aujourd'hui, nous, on a
toute notre partie innovation. On échange beaucoup avec la BPI là-dessus, nous, qui a un vrai support au-delà de ça, qui traite de pas mal de sujets, notamment tout ce qui va être les sujets liés à la R&D et au Deep Tech, qui est le label important côté BPI au niveau des financements pour les sujets stratégiques. Et nous, c'est un élément dans le travail. Nous, on travaille sur des nouvelles solutions aussi aujourd'hui avec différentes sources de financement pour avoir d'autres solutions prothétiques adaptées. Et donc, dans ce cadre-là, nous, ça a été principalement la BPI, notre interlocuteur privilégié. Et ce que je voulais évoquer au-delà de ça, c'est nous, notre projet, pourquoi il a évolué et grandi, c'est grâce à cette notion d'innovation ouverte, où on a pu travailler, nous, avec des grands groupes à plusieurs phases de notre développement. Je peux en parler, mais il y a typiquement Airbus, Salomon, c'est des sociétés avec qui on a pu travailler, qui avaient des thématiques qui étaient assez éloignées de ce sur quoi on pouvait travailler, mais qui ont été toujours ouverts au travail avec notre structure. Et eux, dans cette démarche d'innovation ouverte, en fait, ils ont pu travailler avec nous et faire rentrer finalement aussi au sein de leurs équipes d'éléments dans leur société une manière différente de travailler, plus rapide, plus directe sur certains sujets qui sert derrière pour l'évolution sur d'autres sujets. Et, ce qui a été évoqué sur l'innovation ouverte m'évoque beaucoup de notre expérience qu'on a pu avoir avec ça et de comment on peut amener des idées nouvelles par une entrée comme ça un petit peu plus rapide via les startups et qu'il faut accompagner derrière ensuite. Et après vient la question, en effet, qui a été évoquée là, au début, on travaille un petit peu ensemble, mais très vite vient la question de à qui va profiter tout ce travail, les notions de propriété intellectuelle, d'exploitation des résultats, d'exploitation même commerciale sur la suite, qui sont les premières vraies questions qu'il faut des fois se poser, pas trop au début, sinon il n'y a pas les premiers échanges, mais pas trop tard non plus pour pas qu'il y ait de problèmes derrière. Et c'est des enjeux comme ça où il faut placer le curseur au bon endroit qui est important. Et je peux conclure là-dessus aussi en disant que pour revenir un petit peu à ce qui a été évoqué sur la dernière remarque, nous, il y a un des groupes français de la prothèse qui a investi chez nous cette année avec cette vocation, en effet, aussi de faire rentrer finalement une petite start-up qui travaille sur des thématiques qui peuvent venir compléter leur activité avec une manière différente de travailler pour apporter de l'innovation et un vecteur de changement peut-être sur les sujets adressés. Et donc, je trouvais que ça faisait assez écho sur un exemple à notre échelle modeste de ce que ça pourrait représenter sur une échelle un peu plus importante. Eh ben, merci beaucoup pour ces précisions. C'est parfait pour conclure. Je vous remercie encore tous pour vos interventions et je vous remercie d'être venus à cette conférence et je vous souhaite une bonne soirée.